Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle émission, Votre Univers, l'émission politique de 37 degrés. Aujourd'hui, nous recevons pour ce premier numéro le maire de Tours, Serge Babary. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent pour cette première invitation. Alors, on va parler très rapidement de votre parcours. Vous avez 68 ans. Vous êtes un ancien chef d'entreprise, vous avez été président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tours, d'Indre-et-Loire, pardon. Vous êtes élu depuis 1989 à la mairie, au conseil général. Alors, est-ce que tous ces mandats, c'est une capitalisation d'expérience pour être devenu maire il y a quelques mois maintenant? Oui, je crois que c'est un élément plutôt positif parce que finalement, je suis l'un des derniers de l'équipe Royer à avoir eu des responsabilités à la mairie de Tours. Et ça a été extrêmement utile pour la prise de responsabilité au tout début, parce que je connaissais assez bien les rouages de la mairie de Tours et son fonctionnement. L'expérience de conseiller général, elle se termine dans quelques semaines maintenant. C'est un mandat que j'ai bien apprécié parce qu'on a une ambiance plutôt respectueuse, républicaine entre les élus, du fait qu'on n'est pas concurrents. On a chacun un territoire, on est chacun élu, donc on est au même niveau. Et évidemment, il y avait parfois des oppositions rudes, mais l'objectif, au moment où le département avait des moyens et des missions larges, était particulièrement intéressant en termes d'aménagement, en termes de développement économique, touristique et évidemment l'accompagnement social. Mais maintenant, on va rentrer dans une autre forme de conseil départemental. Très rapidement, en 2008, vous étiez candidat aux côtés de Renaud Donnieu de Vabre. Vous avez démissionné de votre poste. Est-ce que justement, ça n'a pas été salvateur pour vous de vous mettre un peu en retrait pendant ces 6 ans pour mieux préparer votre accession à la ville de Tours? Non, mais mon raisonnement était très simple. J'ai eu des responsabilités à la mairie de Tours auprès de Jean Royer. Et ensuite, j'ai été 6 ans conseiller municipal d'opposition. Je ne voulais pas renouveler cette expérience de 6 ans d'opposition. Je pensais qu'il était utile qu'un suivant de liste puisse faire sa propre expérience, ayant fait la mienne, et surtout de me mettant en retrait, je l'avais d'ailleurs écrit le jour même, ça me permettait d'organiser un renouvellement en réunissant autour de moi des équipes pour travailler et rassembler. C'est ce que j'ai dit et je n'ai pas changé tout au cours des 6 ans, et je crois que ça a été profitable en effet. Oui, vous avez été élu en mars 2014. Alors justement, la ville, on va parler un petit peu des sujets qui nous tiennent à cœur en ce moment. Moi, j'avais noté il y a quelques mois que vous aviez dit vous seriez un maire VRP, peut-être en référence à votre père qui l'était. Alors où en est-on aujourd'hui de ce vœu du maire de Tours? Êtes-vous toujours un VRP de la ville et Oui, plus que jamais, parce qu'il faut aller chercher ailleurs le développement qu'on n'a plus au niveau national et local. Donc je démultiplie les relations. Tout d'abord, j'ai relancé la plupart des jumelages. Vous l'avez lu, avec l'Allemagne, on a eu une délégation, avec le Japon, on a eu une délégation, et j'y suis allé, Takamatsu. On va recevoir, et il y a déjà en ce moment des Chinois qui préparent leur présence à la foire de mai. Attention, les Chinois, ça peut être dangereux. Non, c'est pas dangereux parce que c'est l'un des grands pays. On peut pas, une grande ville. Vous savez, il faut tourner la page de cette affaire des mariages chinois. Je l'ai dit en son temps, c'était une bonne idée, les mariages Renaissance, parce que les Chinois sont très demandeurs de cela. Et justement, à propos de mariage chinois, Lisanne vient de gagner au Prud'homme. Est-ce que c'est la ville de Tours qui va payer? Non, parce qu'elle était salariée de la SPL. Vous savez que la SPL, c'est l'outil de Tours Plus. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ça fonctionne. Vous avez exprimé très récemment vos réticences vis-à-vis de certaines constructions urbaines. Alors, c'est quoi les constructions qui plaisent au maire de Tours? Oui, c'était plus que des réticences, c'était vraiment une opposition formelle. Il y a plusieurs éléments de réflexion. Le premier, que chacun partage, c'est que Tours est une belle ville, façonnée au cours de l'histoire, reconstruite, mais enfin avec une harmonie architecturale. C'est surtout ça que je défends. Ce n'est pas simplement un type d'architecture, c'est qu'on respecte l'harmonie. Qu'est-ce que ça veut dire? L'équilibre. L'équilibre, ça veut dire dans une rue,
où il y a toute une série de maisons particulières. Ce n'est pas parce qu'un promoteur prévoit d'acheter 3 maisons, de les détruire et d'y construire un immeuble que c'est une bonne idée. Il faut respecter l'harmonie de la rue. De la même façon, quand un îlot ou un hameau de pavillons, je pense en particulier sur certaines zones de Tournord, existe, je ne trouve pas que ce soit harmonieux d'installer en plein milieu un immeuble, ce que j'appelle les fameux cubes. Oui, les cubes qui ont fait se parler. Trouvent, et oui, qui sont bombardés au fin fond du jardin de chacun des pavillons. Voilà, c'est ça mon idée, le respect de l'harmonie. Et je suis en accord avec ça sur les architectes. J'ai parlé avec beaucoup d'architectes tourangeaux. D'ailleurs, ça les mettrait à l'honneur de les faire travailler, plutôt que d'aller chercher, par l'intermédiaire de promoteurs nationaux, des architectes qui font les mêmes bâtiments partout en France. Donc il y a un souci d'harmonie. Oui, c'est insipide. C'est insipide. Ah, c'est insipide. Oui. Et puis franchement, les touristes qui viennent ici, c'est pas pour retrouver la même architecture que celle qu'ils trouvent à travers la totalité de l'Europe. À propos de dossier, bien alors évidemment on peut aussi évoquer donc le haut de la rue nationale. C'est un dossier qui est en train de se clore. Enfin, quoique, il y a encore eu des rebondissements avec le tribunal administratif qui a annulé ça, c'est l'arrêté du préfet. C'est les joies de l'administration française, mais Voilà. ça n'empêche pas d'avancer, bien entendu. Mais c'est tout de même des pertes d'énergie invraisemblables. On a trouvé donc les futurs propriétaires des hôtels, les futurs. Écoutez, j'attends, je ne dis pas d'une minute à l'autre, mais d'un jour à l'autre, la confirmation des signatures. Et évidemment, immédiatement, j'en ferai part. La semaine dernière, on pouvait lire chez nos confrères de la Nouvelle République les fêtes qui se passent le jeudi soir dans le Vieux-Tour avec les jeunes. Alors comment le maire que vous êtes peut concilier la vie des résidents et le fait de laisser un peu les jeunes faire la fête sans que ça vire bien sûr dans la délinquance ou dans les incivilités? Écoutez, ça, c'est un sujet qui dure depuis des années, je peux même dire des décennies. Alors, il y a en place un certain nombre de moyens de médiation. Il y a d'abord des rencontres régulières entre les riverains, les commerçants, les bars, les discothèques, etc. Il faut considérer que c'est en effet un quartier de loisirs. Et tant mieux, il y a beaucoup de jeunes à Tours, on s'en réjouit. Il y a évidemment les 30 000 étudiants, il y a les classes prépa, il y a les lycéens, ça fait beaucoup de jeunes, des dizaines de milliers, l'Institut de Touraine. Et donc ça donne de la vie à notre cité. Donc il n'est pas anormal, comme partout et toujours, que les jeunes se réunissent pour faire la fête. Ceci étant, il faut respecter aussi la présence des riverains. Comment le faire? Je pense qu'il y a une responsabilité partagée entre la ville qui doit assurer un certain ordre et une certaine tranquillité publique, et aussi, évidemment, les commerçants qui ont à faire leur propre police à l'intérieur de leur établissement et devant leur établissement. Et ceux qui ne respectent pas les réglementations, eh bien, il y a quelques fermetures administratives. Oui, le coup de bâton est déjà tombé. Hein, votre adjoint, Olivier Le Breton, a déjà... Mais chacun le comprend. Mais moi-même, je suis allé sur le terrain rencontrer les différents protagonistes, parce qu'il faut leur faire comprendre les choses. Quand il y a devant un établissement 300 personnes dans la rue, qui bloquent la rue, il y a un sujet évidemment plus grave que le simple bruit que peuvent faire les personnes qui sont en train de consommer. La rue est bloquée, il y a un problème de sécurité, il y a un problème de sécurité à l'intérieur de l'établissement qui peut recevoir 50 personnes et pas 300. Donc il faut que les gens soient raisonnables. Donc un vrai sujet. Un vrai sujet, en faisant appel à l'intelligence des gens et à leur sens des responsabilités. Alors, un autre sujet qui vous a un petit peu agacé cette semaine, la polémique ou l'affaire du logo de la ville. Oui. Alors, est-ce que ça vous a amené à revoir votre future consultation sur ce logo, ou est-ce que vous restez sur votre ligne de conduite qui est la consultation interne, et puis après on propose aux Tourangeaux, ils choisiront un des 4 et puis on n'en parle plus? Ce qui m'a surtout surpris, c'est l'emballement autour de cette affaire qui est vraiment, banal, qui est vraiment banal et qui ne méritait pas autant d'intérêt, je crois, parce qu'il y a tellement d'autres choses à régler. Il n'est pas
anormal qu'une municipalité demande à son service com de crayonner et de travailler sur des projets de nouveaux logos, celui existant ayant plus de 25 ans, et je le sais puisque j'ai participé à l'élaboration de l'ancien logo. Et ça ne s'est pas fait d'une façon ouverte, ça s'est fait entre 2 ou 3 personnes. Mais les temps ont changé peut-être aussi. Oui, mais les temps ont changé, mais on s'aperçoit que de la difficulté d'être transparent et de vouloir communiquer à tout va. Je reviens sur la façon très naturelle qu'une équipe municipale demande au service com de travailler sur un logo. Bon, à partir de là, il y a des fuites, ça va sur les réseaux, les gens s'en emparent, les réactions sont excessives, ça ne change rien à ma volonté de voir changer le logo. C'est ce que j'avais demandé à mon adjointe à la culture, qui s'y emploie. La procédure est celle qu'on a retenue, on l'appliquera à notre rythme. Et qu'il y ait des gens qui discutent la qualité de tel ou tel graphisme, ça me paraît naturel, mais à un moment donné, on prendra la décision. Donc vous restez droit dans vos bottes sur cette affaire? Droit dans mes bottes. Moi, j'entends ce qui se dit, mais vous savez, à partir du moment où on propose 4 projets, tout le monde donne son avis. Mais il y aurait eu 12 projets, ça aurait été encore bien pire. On aurait fait différemment en faisant un appel d'offres. On aurait eu 25 graphistes qui se seraient proposés. On n'en aurait retenu qu'un. Il y aurait eu 24 mécontents. Je connais tout ça par cœur. Donc pour moi, c'est un non-événement et les choses vont rentrer dans l'ordre à partir du moment où forcément on va prendre une décision. On a appris aussi, alors, à la grande stupéfaction, quand même assez générale, du monde culturel, l'annulation du festival à Hauteur de Meaux. N'était-il pas possible de maintenir cette programmation? Oui, il n'a pas été annulé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été lancé. Oui. Donc, pour problème de mécénat, hein, c'est ça, pas assez de mécènes. Vous savez, des projets, on en a à peu près tous les jours qui viennent nous être proposés. Mais à chaque fois, on demande que les personnes accompagnent leur projet de financement, parce que la ville n'a pas l'obligation de financer tous les projets qui nous sont proposés. C'est quand même un festival dont on avait commencé à entendre parler, donc il y avait quand même une véritable volonté de le mener. C'est un projet de festival, ça reste un projet de festival que j'avais accueilli avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est un sujet qui me passionne, la langue, vous savez, et dans le cadre d'ailleurs de la francophonie, tout ça a été cohérent, sauf que on est dans une période tellement compliqué sur le plan économique que les responsables de ce projet n'ont pas trouvé de financement extérieur. Et donc la ville n'avait aucune capacité et même pas réglementairement la possibilité d'être le seul financeur. Donc en effet, ce projet n'a pas abouti, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'aboutissent pas, et même ceux qui sont en route vont devoir voir leur subvention diminuer à cause des contraintes budgétaires. Alors, problème économique, donc transition toute trouvée pour parler un peu de politique, monsieur le maire. Je ne peux pas commencer mes questions politiques sans revenir un petit peu sur les 8 à 10 millions qui vous manquent pour ce budget 2015. Alors, comment fait-on? J'ai tendance à penser qu'on va augmenter les impôts. C'est pas rien, mais il ne faut pas partir avec des idées préconçues. Vous savez, le travail budgétaire, moi j'ai fait ça toute ma vie dans les entreprises, c'est une construction et une alchimie très complexes. Et dans une ville, et dans une grande ville, encore plus complexe. Donc il faut savoir jouer sur tous les tableaux. Et pour pouvoir le faire, il faut avoir une connaissance parfaite de tous les éléments. C'est pour ça que j'ai demandé un petit peu de temps. Et on est encore dessus. Et donc on va avancer. On va trouver des économies en fonctionnement. On va trouver des nouvelles ressources, on va trouver des moyens de jouer sur le patrimoine de la ville, sur les salles mises à disposition. On va essayer toutes les possibilités. Oui, mais l'opposition vous accuse de. Mais l'opposition vous accuse de gagner du temps pour passer le budget juste après les départementales. Oui, alors là, vous savez, c'est d'une banalité vraiment infantile. C'est eux qui ont proposé cette date. C'est quand même le comble, ça. Ah d'accord. C'est eux qui ont proposé. En conseil municipal, j'avais proposé à la mi-mars. Et Jean-Patrick Gilles m'a dit non, on sera en pleine campagne électorale, faisons la discussion du budget après. Donc après, c'est le 31, bon voilà. D'accord. De toute façon, il y aura un débat en commission avant, entre les deux tours, mais normalement. Vous savez, on peut avoir la mémoire courte, mais pas à ce point-là. Je veux dire, c'est quand même le débat du mois de décembre, ça, où on m'a demandé que ça soit à telle date. Donc je le fais à cette date-là. Deuxièmement, le débat d'orientation budgétaire
n'est pas la présentation du budget. Chacun attendait qu'on indique le taux de la fiscalité, les lignes du budget, etc. Évidemment, non. C'est lors de la présentation du budget, quand toute la mécanique a été mise en place. Donc réponse en mars. Réponse en mars. Bon. Oui, bien sûr. Bon. Des voix parfois discordantes se font entendre dans votre majorité. Arrivez-vous à tenir vos troupes quand même? Parce que vous avez une majorité, pour ne pas faire un mauvais parallèle, mais un peu une majorité plurielle. Est-ce que vous arrivez à tenir vos troupes? Parce que des voix discordantes peuvent se faire entendre dans la ville. Bon, des voix discordantes, il y a plusieurs niveaux de voix discordantes. D'abord, oui, bien sûr, c'est un rassemblement. Depuis le début. Hein, il y a des gens de l'UMP, des gens de l'UDI et des non-inscrits. Bon, deuxièmement, il y a des personnalités diverses. Troisièmement, il y a des possibilités d'expression divergentes, soit sur le plan politique général, ça ne me concerne pas, soit sur le plan du fonctionnement de la mairie. Et là, j'en ai pas entendu. Il y a des gens qui travaillent, chacun dans leur domaine, on avance, c'est compliqué sur le plan économique, on vient de le voir, mais je n'entends pas de divergence à ce niveau-là. Le cas de l'ex-députée européenne, l'une de vos conseillères municipales, hein, Sophie Oconi, pourrait faire débat. Qu'est-ce qu'elle va devenir après les élections départementales? Alors, on sait qu'elle regrette de ne pas être une de vos adjointes, elle en parle, elle se fait entendre un peu dans les milieux de la ville. Qu'est-ce qui se passe avec Sophie Oconi? Bah, écoutez, moi j'entends pas ça. Vous savez bien qu'elle n'a pas souhaité être adjointe puisqu'elle était en campagne pour les élections européennes lorsqu'on s'est mis en place. Elle le regrette maintenant, hein, certainement. Oui, d'accord, mais enfin, bon, ok, bon, bah, dont acte. Alors, elle regrette ça, c'est peut-être ça qu'elle dit, en effet, à la cantonade. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle devient? Elle a des projets pour l'avenir dans le cadre politique. Au régional, certainement. Sans doute. Je crois qu'elle a un parcours politique à continuer à bâtir, à construire. Je trouve qu'elle a des qualités qui lui permettront sans doute de s'inscrire dans ces échéances, dans ces échéances-là. Pour l'instant, elle a des compétences dans certains domaines, l'eau par exemple, puisqu'elle a des responsabilités au niveau national et international, et elle a une bonne connaissance des rouages européens. Donc je pense que sur ces domaines-là, elle est utile et qu'elle aura à mettre en exergue ses compétences. D'accord, donc pour l'instant, elle est conseillère municipale et on attendra. Oui, mais conseillère municipale. Puis certainement demain, conseillère régionale éventuellement. Aujourd'hui, dans les élections départementales, sur les cantons de Tours, il y a quand même 7 de vos adjoints qui sont candidats sur les 8 titulaires. Alors, j'ai tendance à penser qu'il y a quand même une patte babarée dans ces élections départementales. Alors, vous avez perdu votre canton, vous ne vous représentez pas, vous avez toujours dit que vous seriez 100% maire, mais il y a quand même une patte babarée. Vous avez imposé vos adjoints en commission d'investiture. Oui, enfin, j'ai pas perdu mon canton, il a disparu de la circulation. Oui, on vous l'a. J'avais dit, puisqu'on prend ce petit territoire, je vais en conquérir un plus grand. C'était sans doute maladroit de me piquer celui-là. Oui, la preuve, puisque là, on a vos... Bon, ça c'est pour l'humour. Oui. Mais concernant les candidatures, je vous signale que la procédure était très transparente. Les candidats que l'on voit apparaître en ce moment, ce sont des personnes, des membres des différents partis qui se sont mis en avant et qui ont participé à une sélection. Au sein de l'UMP, ça a été le cas, puisqu'il y avait au niveau départemental 60 candidatures pour arriver à 19 cantons. Donc il y a eu des sélections. Mais vous êtes un maire heureux d'avoir vos adjoints qui partent en campagne. Non, mais vous savez, c'est assez naturel. Je veux dire, Jean Royer avait ses adjoints dans tous les cantons de la ville, Jean Germain dans tous ses cantons sauf un, évidemment, parce que j'ai tenu le coup. Et là, je vais les aider, bien entendu. Mais je n'ai pas participé spécialement à installer un tel à tel endroit, parce qu'il y a eu des négociations aussi entre l'UMP et l'UDF. Âpre, je crois, hein, dans la commission d'investiture. Les négociations, c'est toujours âpre, parce que sinon, si on est d'accord avant... Tout est simple en politique, on ne fait pas de politique. Évidemment, c'était âpre. Et j'ai participé aux discussions. Voilà. Mais le résultat, en effet, fait qu'il y a un certain nombre d'élus de la ville qui sont candidats. Je leur espère le succès, parce que c'est un beau mandat que celui du département. Le succès, on va y revenir. Si d'aventure, Philippe Briand devait être mis en examen dans l'affaire Big Malion, il a laissé entendre qu'il démissionnerait de la présidence de Tours Plus. Alors quand on regarde très vite qui sont les vice-présidents, tout de suite on met le doigt sur qui? Sur Serge Babary?
Oui, c'est de la politique fiction. J'espère d'abord que les ennuis de Philippe vont s'arrêter là. Il a évidemment, dans cette affaire, il est concerné puisqu'il a été entendu, mais je pense que rapidement, il va pouvoir se libérer de cette contrainte. Et si on vous le demande demain? Si Philippe Briand n'a pas le choix. Non, mais ça ne se pose pas pour l'instant. Il ne s'agit pas de faire des plans sur la comète. Je suis un élu responsable. On verra en son temps. Et c'est lui qui prendra la décision de toute façon. Que pourriez-vous dire à l'occasion des deux échéances qui arrivent cette année, départementale et régionale, que pourriez-vous dire aux habitants de Tours qui seraient tentés de voter Front National à ces élections? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Moi, j'ai plutôt envie de m'adresser à l'ensemble de la population parce que on ne peut pas faire de distinguo constamment entre les uns et les autres, peser avec un trébuchet s'ils sont plus républicains les uns que les autres. Nos concitoyens sont égaux dans la République. Maintenant, ils prennent leurs décisions en toute connaissance de cause dans l'isoloir. Et donc, les uns et les autres, quels qu'ils soient, d'abord, il faut qu'ils aillent voter le plus massivement possible. Je crois que ce qu'on a montré le 11 janvier dans cette sorte d'union nationale prouve que ce peuple, notre peuple, est capable de sursaut. Et le sursaut, il doit être démocratique. C'est-à-dire que ce qu'on a montré dans la rue, on doit le montrer dans les urnes. Donc lutte contre l'abstention, déplacez-vous, exprimez-vous, c'est ça que vous leur dites? Mais une fois que les gens ont exprimé leur choix, il est indiscutable. Et on n'a pas à faire de classement, de républicanisme des uns ou des autres. Très rapidement, le PS d'Indre-et-Loire actuellement connaît des luttes fratricides, ce qu'on a connu avec la droite il y a quelques années, sur Tours et sur l'Indre-et-Loire. Quel regard rapidement vous portez sur ces affrontements internes que vous avez dû connaître quand la droite se déchirait ici à La différence, c'est que quand la droite se déchire, c'est pour des questions de personnes. Bon, c'est le cas au PS aussi. Hein. Oui, mais s'ajoute au PS un problème de fond, jamais abouti, c'est celui sur la position entre la social-démocratie et la tentation marxiste historique. Tant que ce débat-là n'aura pas été tranché, mais je ne vais pas le faire pour eux, je ne vais même pas leur conseiller d'aboutir, parce que tant qu'ils ne l'ont pas tranché, comme l'ont fait tous les autres partis socialistes d'Europe, tant qu'ils ne l'ont pas fait, ils sont à la merci de scission. Et de dogmatisme aussi. On peut même craindre qu'en effet, ils disparaissent du paysage politique. Alors justement, à propos de courant, très rapidement, vous avez dîné cette semaine avec Guillaume Pelletier, qui fait un peu le tour de tous les maires de la région centre, on devinera pourquoi. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous êtes en contact régulier avec lui? Oui, il y avait une réunion des maires de la région, dans l'Indre. J'y ai fait un saut, en effet, je n'ai pas resté dîner parce que c'était trop tardif. Qu'est-ce qu'on se dit avec Guillaume Pelletier en ce moment? Moi, écoutez, il y avait une cinquantaine de maires différents. D'accord, donc... Mon intérêt, c'était... J'ai rencontré le maire de Bourges, par exemple, que je ne connaissais pas. Le nouveau maire de Bourges, Le nouveau maire de Bourges. Bon, voilà, celui de Châteauroux, que j'ai déjà croisé 2-3 fois. C'est ça l'intérêt de ce genre de réunion. Donc c'était l'occasion de se Pour voir. moi, c'était ça. D'accord. Eh bien, merci Serge Babary d'avoir répondu présent à cette première invitation. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Votre Univers sur 37degrés-mac.fr. Et en attendant, continuez de vous informer sur notre site. Au revoir et à bientôt.